Je voulais citer ce poème de Constantin Cavafy, qui est un poème grec, Ithaque. C'est un poème qui date de 1911. Alors, je ne vais pas vous le lire pour qu'on puisse avancer sur notre support, mais vous le lirez tranquillement chez vous. L'idée de ce poème, c'est de rappeler, bien sûr, c'est une relecture de l'Odyssée. Et on va aussi parler beaucoup de relecture aussi dans la présentation de ce matin. Et de rappeler qu'en effet, le but de tout rapport à la lecture et puis de tout échange avec la culture aujourd'hui, et pour les enfants et les préadolescents que vous côtoyez, c'est bien sûr d'abord le chemin qu'on se construit, les temps d'échange, de partage. Par rapport à ce qu'on va dire ce matin, j'ai envie de vous dire aussi, rien n'est acquis, rien n'est définitif, rien n'est posé, nous n'avons aucune certitude. L'étude de la littérature de jeunesse, pour le coup, n'est pas une science exacte, loin de là. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Ces effets de mode passent, tout passe très vite. Donc soyez aussi attentifs à ne pas peut-être ni partir avec des prérequis, des a priori définitifs, et à la fin de cette présentation, la même manière d'accepter que c'est un chemin un peu laborieux dans le contexte actuel. Alors quelques éléments qui vont reprendre un peu ton propos sur ce public-là, parce que c'est vrai que du point de vue la littérature jeunesse également, c'est un public qui est vraiment entre cette idée encore d'encadrement et en même temps d'injonction à l'autonomie. Tu parlais des jeux dans le cadre de la cour d'école, et c'est intéressant aussi du point de vue de ce qui se passe entre les classes de CM1, CM2 et le collège, où on a aussi une injonction à plus d'autonomie, on doit comprendre comment gérer son agenda, on a plusieurs professeurs, ça devient assez compliqué. On entend aussi assez souvent qu'il faut délaisser l'album ou l'illustrer, enfin, tout du moins du côté du point de vue des médiateurs et des prescripteurs, pour aller vers du texte, sans images, sans illustration. Il y a cette injonction de, quand on grandit, on délaisse l'album et l'illustrer pour aller vers le texte de fiction de manière assez exclusive. Donc je citais ici Lassalle, dans un ouvrage de 91 aux éditions Autrement. Ce que je trouve intéressant vraiment dans son propos, c'était cette idée de transition, cette période de transition variable selon chacun, mêle des jeux enfantins, des insoumissions d'adolescence, des raisonnements adultes, des peurs d'un âge où rien n'est figé, rien n'est saisissable, rien n'est spectaculaire. Donc on est vraiment sur un passage assez court. Comme tu le disais, en plus c'est assez difficile de le définir, de savoir quand il commence. Quand on regarde les collections pour préadolescents, d'ailleurs, on va avoir les 8-12 ans, les 10-13 ans, les 9-14 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, bien sûr, assez difficile à définir. Tu parlais aussi des teenagers du point de vue sociologique. Alors du point de vue éditorial, on parle des middle grade. Donc il y a tout un ensemble de salons assez importants, de salons du livre à l'international, notamment la foire du livre de Bologne et celle de Francfort, qui sont des grands salons où se jouent toutes les tendances de la littérature de jeunesse, où vont tous les éditeurs. Et c'est ici qu'on va aller vendre ses ouvrages et acheter les coûts marketing qu'il faut absolument avoir dans son catalogue. Et donc les dernières tendances de ces foires, c'était de repérer tous ces ouvrages dits pour les middle grade qui doivent envahir la production éditoriale. Alors quelques aussi données et de ressources bibliographiques. Donc lorsque j'ai été sollicitée pour cette rencontre, je venais de terminer de rédiger un article pour un ouvrage collectif, Bibliothèque, Enfance et Jeunesse. Vous l'avez également dans le dossier. Alors c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cercle de la Librairie, qui est assez important à mon sens, au-delà du fait que j'ai un article intérieur, il y a beaucoup de personnes et je touche très peu de droits d'auteur, ne vous inquiétez pas, voire aucun. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première édition date de 1993, et donc on voit déjà des chiffres très significatifs. En 1993, 100 000 titres publiés en littérature de jeunesse, et en 2014, nous sommes à 13 870 titres publiés. Donc pour que vous puissiez aussi mesurer l'ampleur de ce champ éditorial qui est vraiment massif, qui est conséquent, sur cette question aussi de surproduction, ça c'est un enjeu aussi du point de vue de l'industrie. On est véritablement dans une industrie culturelle qui vit un phénomène de surproduction au détriment du fond. Alors le fond, je pense que vous connaissez peut-être ces notions dans l'édition jeunesse, c'est-à-dire que ce sont d'une certaine manière les classiques. Le fond, généralement, lorsqu'une industrie éditoriale va bien, devrait faire vivre en partie la maison d'édition. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un éditeur qui vit essentiellement de son fonds, c'est l'école des loisirs.
L'école des loisirs, son chiffre d'affaires repose essentiellement sur le fond. Les autres éditeurs, eux, sont plutôt à la recherche de coûts marketing. Et ils ont conscience de ce phénomène de rotation, c'est-à-dire des titres qui ne vont peut-être pas durer parce que c'est des effets de mode, parce que c'est lié à un film, à une série télé qui va passer. Et donc, à un moment donné, on va pilonner ces ouvrages. Donc ça, c'est des données très importantes. Du point de vue, là aussi, sociologique, je voulais souligner les propos. Donc Sylvie Octobre est présente dans l'ouvrage, également Nicoletta Adiacio, qui rappelle qu'il existe une grande diversité de modèles d'enfance. Tu l'as souligné, ça c'est important. Et elle met en forme contre une idéalisation de l'enfance et des discours empreints d'affect et d'inquiétude qui constituent le support de nouveaux jugements normatifs qui peuvent être en décalage par rapport aux besoins, aux pratiques, aux attentes des enfants réels, dans la diversité de leurs conditions de vie et de leurs relations sociales. C'est exactement ce que tu disais en entrée, et c'est aussi à l'ouverture de cet ouvrage. En effet, ne pas oublier qu'aujourd'hui, on projette de plus en plus d'attention, d'encadrement, d'angoisse autour de l'enfance. Ça, c'est aussi lié, je pense, à des enjeux médiatiques, alors qu'on voit bien qu'il y a une très grande diversité de compétences de lecture, d'intérêt, d'attention. Et ça, pour vous qui gérez des groupes de lecteurs dans des classes ou au collège, il faut vraiment être attentif aussi à cette idée d'individualité à prendre en compte également. Et puis si je peux compléter sur les angoisses, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, de toujours replacer dans le long terme. Ça veut dire que les angoisses qu'on a aujourd'hui par rapport à Internet et cette idée de concurrence, ça a été avant sur la télévision, ça a été auparavant sur... voilà, il y a toujours eu un pôle construit comme menaçant par rapport à la lecture. Alors, quelques éléments historiques, en effet, parce que sur cette heure-là, je ne vais pas pouvoir aborder toutes ces notions-là. Je pense que vous aurez d'autres formations, vous en avez eu préalablement. Mais deux ouvrages qui sont très courts, très agréables à lire si vous voulez creuser les questions de l'histoire pour la littérature jeunesse. D'une part, Nuit de Diamant, qui a également travaillé au sein de Lecture Jeunesse. Histoire des livres pour les enfants, du Petit Chaperon Rouge à Harry Potter, chez Bayard Jeunesse. Alors, ce n'est pas des éditions récentes, mais sur l'historique, vous aurez des éléments assez clairs. Et des livres d'enfants à la littérature de jeunesse, donc c'est chez Gallimard dans la collection Découverte. Donc vous aurez ces références avec le document qui sera ensuite mis à disposition par Lire et faire lire. Alors je vais aller assez rapidement sur ces études donc, sur lesquelles tu es revenu, notamment sur celle qui a paru en 1999 et pourtant Élise. Puis ensuite, L'enfance des loisirs en 2010. Pour moi, j'ai souhaité souligner des éléments qui me semblaient importants du point de vue de la littérature. C'était cette idée en 1993 de l'importance des classiques, qui était citée nommément. Et puis en 2002, l'importance des séries avec Harry Potter, la littérature anglo-saxonne, la littérature de l'imaginaire avec l'heroic fantasy, notamment Le Seigneur des Anneaux, et tout ce qui était lié aux adaptations cinématographiques en 2002. Et puis déjà aussi en 2002, vous l'avez vu dans votre étude, c'était cette interférence et ce lien entre télévision, cinéma et livre qui aujourd'hui est quasiment devenu systématique dans beaucoup de gros succès de littérature jeunesse, et ça c'était amorcé également dans ces études. Et enfin, la littérature classique qui est citée maintenant comme un genre global, mais on ne va plus forcément citer des titres plus précisément et nommément. Donc ça, c'était des points aussi que je trouvais intéressants sur cette évolution, avec cette surproduction, massification de la production, réduction des fonds chez les éditeurs jeunesse, et puis un champ qui s'est ouvert à l'international, littérature anglo-saxonne, littérature de l'imaginaire, et puis ce lien, cette notion de transmédia aussi qui se fait entre la littérature, le cinéma, la télévision. Ça, c'est des points très importants. Alors il y a vraiment un phénomène avant-après, c'est véritablement Harry Potter. Alors là, je me situe vraiment du point de vue de l'industrie culturelle éditoriale, à savoir que le champ de l'édition a complètement changé avec ce phénomène, donc fin 98, début 2000. On est vraiment entré dans une ère où les éditeurs ont mis en place des stratégies marketing très fines pour toucher un lectorat de plus en plus vaste. Donc derrière ce phénomène, on a vu justement des pistes nouvelles autour du public jeunesse. Donc Harry Potter, qui plus est, c'est un enfant qu'on voit grandir, donc que l'enfant a pu voir de 10 ans jusqu'à 20 ans, grosso modo.
Et puis surtout, c'est un succès qui nous a bien démontré que la littérature de jeunesse n'était pas lue par ce seul public. Harry Potter, typiquement, a été lu par des adultes, et donc les éditeurs en ont pris conscience. Donc on a eu après ce phénomène-là une espèce d'allongement de la littérature pour adolescents avec un autre phénomène qui était autour du public dit des jeunes adultes. Un des premiers gros succès de la littérature pour adolescents, rappelez-vous, c'était Twilight de Stephenie Meyer. Donc là on était en 2005-2006 et c'était accompagné également d'une adaptation cinématographique, de parodies. Et c'était vraiment une trilogie publiée par un éditeur jeunesse et qui était lue par des jeunes femmes et entre 18, 25, 30 ans. Avec le phénomène des blogs aussi, l'idée aussi de parler de littérature sur les réseaux sociaux, ça a été un point important. Ça a un petit peu créé une bulle, comme on a les bulles spéculatives, on a eu vraiment une poussée de la production des jeunes adultes. Et puis on s'est aperçu, enfin les éditeurs se sont aperçus qu'ils avaient peut-être délaissé le cœur de leur public, à savoir les adolescents. Et il y avait des demandes qui commençaient à émaner justement du côté du public adolescent, préadolescent. Et ce qui est intéressant du point de vue éditorial, c'est qu'on a vu apparaître, après cette espèce de bulle jeune adulte à laquelle on était arrivé, une forme de saturation. Les éditeurs jeunesse le disaient eux-mêmes, on a un peu fait le tour des genres, la littérature de vampires, bon, les lecteurs se lassent, revenons au public adolescent. Et à l'inverse, on a eu un autre glissement puisqu'on a eu une entrée dans la littérature jeunesse qui se faisait de plus en plus tôt avec ce phénomène des 8-12 ans. Ce phénomène des 8-12 ans qu'on a vu apparaître avec des collections que je vous présenterai par la suite, mais qui montre bien que les éditeurs sont attentifs au phénomène, au lectorat, à aller rechercher parfois les lecteurs qui sont absents. Donc depuis maintenant 2010-2012, on a de nouveau un intérêt qui est porté au public dit des middle grade. Alors sur ce champ éditorial qui est bouleversé, il y a un éditeur qui est particulièrement intéressant à analyser et à suivre, c'est Pocket Jeunesse. Alors Pocket Jeunesse, qui plus est maintenant, qui ne s'appelle plus Pocket Jeunesse, mais PKJ. Donc là aussi, la volonté, c'était vraiment de brouiller les pistes, de ne plus forcément être très lisible. Pocket Jeunesse, donc ils ont fêté leurs 20 ans en 2014. Donc de 1994 à 2014, c'est une maison d'édition qui a complètement évolué. Pour rappel, au catalogue de Pocket Jeunesse en 1994, Daniel Pénac, Jean-Claude Montleva, des auteurs françaises, des formats de livres de poche, une littérature pour adolescents, et puis un gros succès de la littérature Hunger Games, littérature jeune adulte, PKJ, et on est vraiment dans un phénomène éditorial dit littérature populaire, mais pas du tout adressé à un public adolescent ou préadolescent. Entre Montleva et Suzanne Collins, il y a vraiment un fossé en termes de réception de public auquel on s'adresse, de contenu qui est assez important. Alors je voulais vous montrer peut-être une petite vidéo, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oui, ça va. Oui. Je voulais vous montrer la vidéo qui avait été réalisée pour cet anniversaire. Je la remets du début. Vous allez voir, c'est assez édifiant. On peut passer dedans.
La musique est très entêtante, hein, enfin pas très agréable. Jusqu'à la fin de la journée, vous avez Jusqu'à la fin de la journée. Alors ce que je trouve très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'une part, ça va très vite. Et je trouve qu'elle est aussi un petit peu à l'image de toute cette culture aujourd'hui qui va très vite. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter des titres, mais volontairement, on n'a pas le temps de noter les titres, vous voyez. Et tout a été mis sur le quantitatif et non pas le qualitatif. Toute la communication, c'est on a peu de pages, on augmente les livres, on passe du petit format au grand format, on partage avec ses parents. Le fait aussi d'aller très vite, de souligner la question de cette littérature de l'imaginaire, littérature de genre, d'une littérature partagée, une littérature aussi qu'on voit sur grand écran. Donc c'est vraiment une maison d'édition qui est singulière à regarder sur cette évolution, puisque typiquement Jean-Claude Morlevat, La Balafre, pour moi c'est un ouvrage qu'on peut proposer à des préadolescents de 8-12 ans, mais aujourd'hui peut-on proposer Hunger Games à 8-12 ans? J'en doute. Ça pose aussi la question de comment on écrit au sein du catalogue de Pocket Jeunesse. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des pools d'écrivains. Ça se fait de plus en plus, un peu à la manière de ce qu'on voit pour les séries de télévision. C'est-à-dire qu'on sollicite des agences où plusieurs écrivains écrivent en fait une série. C'est notamment le cas de cette série, j'ai oublié, d'Erin Hunter, l'histoire des chats, le clan des chats, c'est le clan de légende, j'ai oublié le nom, mais qui en fait, Erin Hunter n'existe pas du tout. C'est vraiment cette pool d'auteurs qui participent. Flammarion Jeunesse fait ça aussi maintenant, donc ils inventent des auteurs et derrière on a des écrivains qui participent à la rédaction de séries. C'est aussi le développement de tout ce qui est sociabilité. Alors sur le public des 8-12 ans, ce n'est pas forcément encore le public le plus visé, on est vraiment sur le public adolescent. Mais on le verra avec des plateformes comme Wattpad. Les éditeurs encouragent aussi les jeunes à écrire des fanfictions, à utiliser les univers qu'ils plébiscitent pour les poursuivre, les enrichir, et ça participe aussi de la communication de ces éditeurs. Alors sur les particularités de cette production, tu l'as souligné aussi également en introduction, c'est un point très très important du manga, et c'est ce qui fait aussi que le manga est autant plébiscité par les jeunes, c'est la question des séries. Alors là aussi, c'est pas un phénomène nouveau, pour le coup, on n'a pas découvert les séries avec le public des préadolescents. Vous voyez, je vous ai mis quelques retours de classiques. Mais la question de la série, elle est importante. Il semble, en effet, dans plusieurs études, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes lisent de moins en moins. En revanche, la série, elle permet de rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, l'échange entre pairs. Une série, ça permet d'échanger les ouvrages, de les partager, de discuter là où ce qu'on appelle un one-shot dans l'édition, c'est un seul titre, est également plus difficile à partager. Du point de vue de l'industrie culturelle, la série, c'est vraiment une manne financière importante, puisqu'une série, ça permet la visibilité en librairie, ça permet de relancer les premiers volumes. Donc la série, aujourd'hui, il faut savoir que les éditeurs vont parfois couper des ouvrages en série pour ensuite avoir une meilleure visibilité et de meilleures ventes en librairie. Sinon, un titre seul, aujourd'hui, est noyé dans cette surproduction et dans cette masse. Du point de vue des adolescents, la série, c'est aussi des cadres très rassurants. On peut suivre des personnages, donc il y a les personnages qu'on suit d'aventure en aventure. On a aussi, comme Harry Potter, des personnages qu'on voit évoluer au gré des séries. Alors, en dehors d'Harry Potter, il y a eu d'autres tentatives, mais peut-être un peu moins significatives. La dimension affective, hein, tu en parlais tout à l'heure, et ça, c'est également très important dans ces séries. Et ce sont vraiment ces héros et ces héroïnes, des accroches pour ce lectorat. À savoir aussi du côté des éditeurs jeunesse, maintenant, on va le voir après avec cette fameuse chanteuse, on recherche de plus en plus, non pas des romans, mais des héros, des figures. À savoir, Bayard, Milan Jeunesse, ils ont créé un pôle, c'est le pôle héros. Et donc la personne qui est en charge des projets éditoriaux, on lui demande non pas de trouver un projet éditorial, mais de trouver un héros qui va se décliner sur tout type de support, la presse. Ensuite, on pourra peut-être l'adapter à la télévision, au cinéma et dans des ouvrages. Donc ça, c'est important, c'est même du point de vue éditorial, on pense les supports en déclinaison et en visibilité.
Alors justement, on vient Voilà. à cette question-là. Ouais. Alors j'en parle parce que je sais que vous n'êtes pas du tout sur ces ouvrages-là, bien sûr, mais j'aime bien parler de la réalité des chiffres de vente. J'aime bien parler de la réalité des chiffres de vente, qui est parfois très éloignée des pratiques des médiateurs et de ce que l'on propose. Heureusement, heureusement, je ne vous demande pas du tout d'aller lire Violetta avec votre préadolescent, loin de là. Mais moi, ce qui m'interroge, toujours du point de vue de l'industrie culturelle, c'est de voir le poids de ce qu'on appelle les licences, le poids des marques dans la littérature de jeunesse aujourd'hui. Alors, c'est assez peu étudié, la littérature de jeunesse, justement, sur son aspect marketing, sociologique, vraiment la littérature de jeunesse à proprement parler, alors que c'est assez singulier de voir tout ce qui s'opère aujourd'hui. Donc, je vous ai mis 3 grandes captures d'écran d'images. Donc, Violetta, maintenant, c'est une série de Disney Channel qui est arrivée à son terme, la dernière saison. Mais ce qui a été intéressant dans les ventes, je vais vous montrer tout à l'heure, en 2014, l'auteur qui a vendu le plus de livres, c'est Disney. C'est pas un auteur, c'est une marque. Mais ça interroge, donc il y a Violetta, mais c'est aussi La Reine des Neiges, mais ça interroge aujourd'hui sur qui produit de la littérature et qui produit des ouvrages jeunesse. Je parle de Violetta parce que typiquement Violetta, c'est une marque et toutes les déclinaisons éditoriales qui sont achetées, lues par des préadolescents. C'est des ouvrages qu'on achète en grande surface. On est dans un tout autre rapport à la lecture et au contenu, mais c'est important de l'avoir en tête. Vous avez ensuite à droite Minecraft. Minecraft, c'est un jeu vidéo aussi qui a un énorme succès auprès du public préadolescent et adolescent. C'est vraiment une marque extrêmement connue. Gallimard Jeunesse a donc acheté cette licence et édité un documentaire jeunesse qui là aussi fait partie des meilleures ventes de la littérature jeunesse, de ce documentaire, qui est une déclinaison, un produit dérivé. Mais ces produits dérivés, c'est une partie très importante de la production éditoriale. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire il faut lire ces ouvrages-là, mais il faut connaître la réalité de cette production éditoriale. Et enfin, je termine avec une autre capture d'écran, Tefumax. Tefumax, en fait, c'est un support de vidéo à la demande. Alors, ça se développe de plus en plus, les vidéos à la demande, enfin les plateformes de ce type. Disney Channel en a créé une également. Tefumax, derrière, c'est TF1. Ça a été lancé début 2015. Et c'est une plateforme avec des entrées par âge, des entrées par héros. Et il y a le public qui nous intéresse, les 8-12 ans, avec la possibilité de regarder des séries, des films, mais aussi de lire des livres. Donc ils ont fait un partenariat avec Nathan. Et donc sur Tefumax, vous avez un abonnement mensuel qui d'ailleurs, c'est une somme modique, je crois, à 2,99 €. Et tous les mois, votre enfant peut regarder des séries ou lire des livres. Donc c'est la première fois qu'une plateforme créée par une industrie qui nous vient de l'audiovisuel propose également du livre numérique. C'est-à-dire que les frontières, elles sont en train de se brouiller, non pas uniquement du côté des tranches d'âge, mais aussi des industries culturelles qui créent ces contenus. Demain, on verra certainement de plus en plus France Télévisions ou d'autres grandes chaînes audiovisuelles créer et proposer des contenus éditoriaux, s'associer à des éditeurs pour proposer des contenus éditoriaux, que ce soit des contenus papier ou des contenus numériques. Donc ça pose aussi la question de qui produit quoi, qui dit quoi, pour quel public. Donc on arrive dans un monde de plus en plus complexe de concernant. Donc ici, c'est pour reprendre et appuyer mon propos sur Disney Hachette. Donc en France, la marque Disney, c'est Hachette, qui propose cette licence, donc avec une quantité de déclinaisons de personnages. Donc c'était les meilleures ventes pour l'année 2014 dans Livre Hebdo. En fiction jeunesse, alors je suis désolée pour la qualité, mais ce que disent ces meilleures ventes, on ne va pas les analyser en détail, mais c'est le poids des trilogies, le poids de la culture anglo-saxonne, le poids des littératures dites de l'imaginaire, donc les séries qui s'allongent de plus en plus. On retrouve le meilleur de Tom Tom et Nana. Sachez qu'en bibliothèque, c'est toujours un des ouvrages les plus empruntés. L'Épouvanteur chez Bayard Jeunesse, qui est vraiment aussi un gros succès de la littérature pour préadolescents. Chérub, une série pour garçons. Les Filles au chocolat, grosse série chez Nathan qui est extrêmement genrée. Tu parlais tout à l'heure d'une littérature genrée. Aujourd'hui, les littératures, de questions de genre chez ce public-là, mais aujourd'hui en littérature,
les littératures de l'imaginaire tentent de rassembler les publics filles et garçons. En revanche, dans la production, on est toujours de plus en plus dans des littératures extrêmement genrées. J'ai également fait, il y a très peu de temps aussi, à la demande d'un éditeur pour un ouvrage sur les pères, une étude sur la figure du père en littérature de jeunesse, de l'album au roman. Et je me suis aperçue que le père était très présent dans la littérature de jeunesse et c'était toujours celui qui était confronté au monde extérieur, qui a un rôle important dans l'histoire, qui a un rôle important dans le monde du travail. Et même encore aujourd'hui, la figure de la mère et de la femme, elle est toujours confinée à l'intérieur de la maison. On prenne des albums, des romans, la mère protège, la mère encadre, mais même sur les productions actuelles aujourd'hui. Ah, je suis c'est toujours le cas aujourd'hui. Le père est aux prises avec la société, avec son environnement, avec des enjeux géopolitiques. La mère protège et reste à l'intérieur de la maison. Et puis du côté des illustrés, eh bien, on retrouve toujours Walt Disney également qui est très présent. La Reine des Neiges, ça, la Reine des Neiges en 2014. Parce que quand tu regardes les titres Walt Disney, c'est Reine des Neiges, Reine des Neiges, Reine des Neiges. Et Madame Câlin, donc ça c'est un phénomène de licence, bon, on pourra débattre ensuite sur ces contenus, mais sur la question de licence, je crois qu'aujourd'hui on n'a pas encore assez pris la mesure du poids des industries audiovisuelles dans le monde de l'édition. Donc ça on pourrait l'analyser des heures et des heures, mais voilà, c'était vraiment pour vous mettre dans un contexte et un panorama, la mode aussi des rainbow looms pour les bijoux en élastique, et il faut peut-être que non, ça va, il faut du temps. Alors, faut-il rire pour lire? Donc, lorsqu'on a échangé avec Christine, moi, en regardant le panorama assez récent des nouvelles collections pour les préadolescents, ce qui m'a d'emblée interpellée, c'est tout cet enjeu autour de l'humour. Alors, pour remettre un petit peu dans une réflexion sur la question de l'humour, lorsque j'étais à Lecture Jeunesse, en 2007, il y avait un autre débat, c'était la noirceur dans les romans pour adolescents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait tout un débat dans le monde des livres, et c'était associé à une collection d'une seule voix pour les adolescents, pour faire assez caricatural, des questions de viol qui étaient abordées en littérature, de suicide, de meurtre, etc. Et donc la question qu'on se posait, mais est-ce que c'est vraiment ce que veulent lire les adolescents? Est-ce que c'est lu par les adolescents ou est-ce que c'est lu uniquement par les prescripteurs? Et c'est vrai qu'on avait du mal à avoir des textes plutôt drôles, comme si finalement ce qui était littéraire et de qualité était sombre, et souvent l'humour était sur des choses qui étaient plus légères, donc moins littéraires. Enfin, on associe souvent cette question-là, l'humour est forcément moins légitime en littérature, alors que la noirceur permet d'aller plus à même au cœur de ce que devrait être la littérature. Donc ça, c'était assez singulier. Il y a un phénomène assez intéressant autour de cette question de l'humour. C'est le journal d'un dégonflé au Seuil Jeunesse, donc c'est une traduction de l'anglais. Donc la culture aussi anglo-saxonne est très importante dans le public, dans la production pour ce public de cet âge-là. Donc l'auteur Jeff Kinney, c'est quelqu'un qui vient du jeu vidéo, qui a d'abord en fait publié ces histoires sur un blog. Et comme le blog a été repéré ensuite par l'éditeur, ça a fait l'objet d'une série qui a été également adaptée au cinéma. Alors ce qui est intéressant autour de cette série, c'est aussi à partir de cette série-là qu'on s'est posé la question et de l'humour, du public préadolescent et d'une nouvelle forme de représentation du héros, puisqu'ici on est vraiment dans un personnage, l'anti-héros par excellence, la figure un petit peu du loser. Ça c'est aussi une petite tendance de la littérature préado, où on prend tout à la légère, on n'est pas du tout sur un personnage dans lequel on se projette, au contraire on rit de lui, on se moque de lui et on crée une distance. Ça c'était très fort pour les mangas justement, oui. Où ils disaient, du coup les préados que j'interrogeais, que ce qu'ils aimaient dans le personnage de manga, c'est qu'il est lancé dans une quête extraordinaire et puis bah, son corps va le trahir, il va tomber, il y a des voilà, donc c'est exactement... Il y a une fascination, et d'ailleurs le journal dégonflé, c'est aussi tout un style qui emprunte aux comics. Oui. Les comics d'ailleurs, je pense que ça sera un autre sujet d'étude, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui est en train d'être relancé dans l'édition et qui est lu par beaucoup de préadolescents et d'adolescents. Et donc autour de cette série, on a vu la question du journal illustré, du grand format, donc avec vraiment une place très importante accordée au dessin. Une série vraiment qui a rencontré un vif succès auprès de ce public des 8-12 ans. Toujours dans la lignée de ces séries qui se veulent drôles et qui s'adressent aux préadolescents.
On a vu donc en 2012 et puis ensuite en 2014 des collections de romans qui étaient vraiment dédiées à ce public des 8-12 ans. Ça a vraiment été pensé comme tel au sein des maisons d'édition. Donc vous avez d'une part la collection Witty à Jean-Michel Jeunesse. Alors cette collection Witty, sa ligne éditoriale, c'est d'être exclusivement sur de la traduction. Donc pour l'instant, quasiment majoritairement de l'anglais, anglo-saxon, mais il y a aussi des titres qui viennent de l'italien. Et de vouloir préserver, d'associer l'humour et les qualités littéraires. Justement, l'éditrice, elle voulait éviter, enfin selon elle, l'humour était parfois plutôt une littérature populaire, grand public, et pas forcément de qualité. Elle voulait éviter cet écueil. Et il y a un auteur assez emblématique de cette maison d'édition, c'est David Walliams, qui est très connu outre-Manche. C'est un comédien, un écrivain. Il est très connu du public jeunesse, mais bien au-delà. Qui aborde en fait des sujets de société par l'humour. Donc l'humour ici permet de critiquer la société capitaliste. Donc là, Monsieur Philippus est vous l'avez peut-être lu et vous le connaissez, un clochard qui va sympathiser avec une petite fille. Et la plupart de l'œuvre de David Walliams, c'est vraiment d'avoir un regard très mordant et très critique sur la société par l'humour. La question qu'on peut se poser, c'est que cet humour, il est quand même pas forcément facile d'accès. Il n'est pas aisé, et pour moi, typiquement, c'est le genre de collection qui s'adresse déjà à un très bon lectorat. Alors qu'on aurait pu penser, est-ce que l'humour permet une meilleure entrée en lecture? Ça, on pourra en débattre. Est-ce qu'il est plus facile de proposer des textes qui font rire à ce public-là? Moi, je trouve que parfois, ça peut être assez compliqué, parce que derrière l'humour, il faut avoir des références communes, partagées. Quand on ne rit pas avec les autres et quand on ne rit pas en même temps, on peut aussi se sentir exclu. Donc, du point de vue de cela, c'est assez intéressant de regarder cette collection. Et puis, on a la version, on va dire, un peu française de Witty, c'est la collection Pépix, qui a été lancée par les éditions Sarbacane. Alors, les éditions Sarbacane, ils avaient une importante collection pour adolescents Exprime, avec une cohorte d'auteurs français. Et l'éditeur Thibaut Bérard, il a souhaité travailler sur le public des préadolescents, en s'appuyant très fortement d'ailleurs sur les médiateurs et les prescripteurs. Alors, ça fait quasiment partie de sa ligne éditoriale de dire nous avons des auteurs français, parce qu'aujourd'hui la littérature anglo-saxonne est importante, donc ils pourront venir en classe, venir vous rencontrer en librairie, et c'est aussi un argument de vente. Et cette collection Pépix, elle se dessine aussi toujours autour de la question de l'humour, donc avec des auteurs français, des textes aussi très joliment illustrés, donc il y a un travail sur la mise en page. On n'est pas non plus sur du format poche, l'idée c'est vraiment aussi d'offrir aux préadolescents du grand format. C'est aussi plus rentable pour les éditeurs que le format poche. Et puis de soigner le ton, donc avec des injonctions au lecteur. On sollicite le lecteur, on s'adresse à lui, à la deuxième personne du singulier, on a des petites recettes, des petits temps de blagues. Donc vraiment, ces deux collections assez emblématiques sur cette tendance-là de l'humour. Et la collection Pépix, ça a vraiment beaucoup de succès en librairie, elle est assez reconnue, elle fonctionne assez bien auprès du public. Selon moi, toujours avec cette réserve, en effet, de s'adresser d'abord à un public de bons lecteurs et pas forcément un public en rupture avec la lecture. Donc, je voulais vous montrer rapidement la mise en page, mais il y a vraiment un soin qui est apporté sur l'illustration auprès de ce public, donc d'accompagner le texte de livres richement illustrés, de soigner l'objet livre. Ça, c'est aussi un point important de ces deux collections pour les préadolescents. On a tendance à, aujourd'hui, les éditeurs délaissent un peu le poche pour se dire qu'il faut soigner l'objet. On est face à un public qui lit moins. C'est important de garder ses lecteurs avec de beaux ouvrages, de belles collections qui pourront enrichir les bibliothèques, si tant est qu'il y a encore quelques lecteurs qui ont des bibliothèques. Donc, quelles compétences de lecture? Donc, ça, je vais aller plus rapidement sur cette question-là parce que j'ai en effet regardé le dossier et les précédentes rencontres interrégionales. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là et je sais que ça fait débat assez régulièrement au sein de l'équipe de Lire et Faire Lire, et vous avez fait intervenir notamment Stéphane Donnery l'année dernière. Je voulais juste revenir moi sur une étude PISA. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette étude PISA, mais elles sont menées depuis les années 2000 par le CDE et elles permettent en fait de mesurer les performances du système éducatif. Donc les résultats de 2012, ils sont assez intéressants, inquiétants, sachant que là aussi ces études elles sont remises en question.
Donc il y avait deux grands domaines qui étaient étudiés, c'était les mathématiques et la compréhension de l'écrit. Donc en mathématiques, on n'est pas très bon non plus, mais sur les compréhensions de l'écrit, là aussi, les résultats sont assez décevants, dirons-nous, sachant qu'en effet, on en parlait tout à l'heure en aparté, on fait de plus en plus d'études sur ce public, le rapport à la lecture, à l'écriture, et puis on voit qu'en effet, ce que dit cette étude, c'est que les inégalités sont de plus importantes et que lorsque l'on vient d'un milieu social défavorisé, l'école ne va pas forcément nous permettre d'avoir un lieu pour réussir. Donc ça, c'est des études qui sont assez importantes à souligner. On est aussi, bien sûr, au sein de l'éducation nationale autour d'une réflexion avec le numérique, les tablettes rentrent dans les classes. Là aussi, il y a d'autres études qui démontrent que le numérique ne favorise pas nécessairement de meilleurs résultats chez les élèves, parfois bien loin de là. Donc ça pose aussi des questions pour vous en tant que bénévole, et ce sera aussi l'occasion d'en débattre par la suite, mais comment on prend en compte ces compétences de lecture? Comme je vous disais, du côté du roman et de la production, est-ce que ce sont des productions et des œuvres adaptées au public que vous côtoyez, sur cet humour notamment? Moi, j'attends vraiment de votre part des retours, mais est-ce que ce sont des entrées plus faciles avec ce public préadolescent, sachant que vous avez face à vous des publics avec des diversités de compétences, de lecture, de compréhension, de cadres socioculturels qui sont extrêmement divers et variés. Et puis donc je vous renvoie vers vos propres rencontres, menées en 2015, avec Stéphane Bonnery qui a beaucoup travaillé cette question-là des inégalités. Alors j'ai pas retrouvé la vidéo, j'ai retrouvé la synthèse des vidéos, mais pas la vidéo de cette rencontre. Mais je pense qu'il faut revenir sur ces rencontres. En effet, on parle des effets de mode, mais revenez, avant même les 8-12 ans, revenez à ces rencontres-là pour continuer d'enrichir vos réflexions. Alors sur la question du patrimoine et nouvelles technologies, là aussi ma position a évolué ces dernières années. Donc, comme je vous disais, moi je suis beaucoup intervenue sur la question des contenus numériques à destination des jeunes, des préadolescents et des adolescents. J'ai fait beaucoup de travail de veille et je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'ai tout abandonné. Alors pourquoi j'ai tout abandonné? Parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment senti cette dictature du divertissement. Je me suis posé la question du discours autour du numérique. On a créé un support, on a vu la tablette iPad, et puis tout le monde a dit il faut développer ses compétences chez les jeunes, il faut que tout le monde se mette au numérique, c'est important de connaître ses contenus, et il faut que le numérique entre en classe. Alors, le support c'est une chose, mais je pense qu'on a véritablement oublié, c'est que peu importe le support, ce qui compte surtout, c'est les pratiques et les comportements qui sont générés par le numérique. L'enjeu, c'est pas tant d'avoir des tablettes en classe, et c'est ce que dit Serge Tisseron, que de favoriser de nouveaux échanges entre les élèves et les enseignants, entre les parents et les enfants, de protéger, d'encadrer, et surtout d'avoir à l'esprit que derrière toutes ces réflexions autour du numérique, il y a d'abord un enjeu là aussi qui est des industries culturelles qui veulent aussi vendre des contenus et des supports. Donc je poursuis la veille sur le numérique, mais il me semble qu'il faut être beaucoup plus attentif aux usages, comme tu disais tout à l'heure, la part du téléphone portable dans les pratiques des jeunes pour échanger, pour partager, pour poursuivre les liens, plutôt que sur des contenus qui aujourd'hui sont assez inaboutis, tant du point de vue de l'ergonomie que du design. Il y a assez peu de contenus aujourd'hui qui vont marquer leur temps. C'est plutôt encore des expérimentations. Donc je vais vous présenter 2 ou 3 types, mais je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment regarder les usages des préadolescents plus que les contenus qui leur sont adressés.